Bonsoir. Allez, nous sommes en direct et nous allons trouver Elisa Boileau pour notre thématique sur la fratrie. Créer la fratrie ou la recréer, ça dépendra aussi du contexte. Et donc, j'espère que vous allez être nombreux, nombreuses, parce que les papas, bien sûr, sont conviés. Coucou! C'est gentil de vous connecter. Voilà, jeudi soir, en pleine nuit. Ça y est, maintenant on rentre dans les horaires où on va peut-être festoyer le soir, mais en tout cas, on n'ira plus forcément sur les terrasses. Je ne sais pas, on verra. Donc, Elisa, je vais aller la chercher. Ah ben non, ben la voilà. Exactement. Elle va me demander peut-être à participer. Alors, lancez le direct avec Elisa. Yes. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est. Ça marche. Ouais, ça marche. Ouais, c'est bien. Eh bien, bonsoir, chère Elisa. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Moi aussi. D'être avec toi encore ce soir. Mais oui, c'est le grand amour, hein, tu vois. Voilà, c'est une belle rencontre, vraiment. Je partage avec tout le monde, hein, c'est comme ça, je suis spontanée. Donc voilà, j'ai envie de le dire aussi parce que la première rencontre, c'était voilà, un peu fébrile parce qu'on ne se connaît pas. Ouais. Et au fur et à mesure de nos rencontres, on a tissé un lien qui me semble tellement costaud de loin. Voilà, c'est vraiment chouette, je suis super contente. Moi aussi, je suis ravie de pouvoir avoir cette possibilité d'échange aussi à ce niveau des fleurs. Et je pense que c'est vraiment complémentaire en fait, tout ce qu'on peut développer chacune avec nos spécialités. Donc pour moi, c'est une joie d'être là, Nathalie. Ouais, vraiment, mais c'est magnifique de pouvoir justement mutualiser ce que j'avais déjà écrit, nos compétences, nos savoir-faire, nos tempéraments aussi, parce que c'est pas que des compétences et des savoir-faire, c'est aussi des personnalités. Il y a des vies de femmes aussi derrière, et c'est ça ce qu'on cherche quand on va chercher quelqu'un. C'est tout ce package d'amour aussi, parce que sinon, se faire papouiller par une ostéo, on sait ce que fait, tout le monde le sait le faire, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est pourquoi plus toi qu'une autre? Justement parce que toi. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Bonjour Elisa et Nathalie, trop mignon. Bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue, c'est vraiment gentil à vous. Et oui, donc le thème ce soir, Elisa, c'est toi qui l'avais proposé, donc de créer la fratrie. Oui, parce que c'est souvent une question qui revient. La question qui revient le plus après un premier enfant, on va dire, c'est est-ce que je vais pouvoir aimer autant un deuxième enfant? Tu vois, déjà même avant d'avoir une fratrie en place, déjà l'idée du rêve de la fratrie, c'est déjà compliqué pour certains parents. Déjà parce que eux, ils ont peut-être eu des problèmes dans leur fratrie réciproque. Voilà, tu crois que tu as tout dit. Il faut poser le cadre. Non, mais c'est ça, hein. Souvent, il y a des projections de notre propre histoire à travers le rôle de parent. Et du coup, ça fausse des fois complètement les affaires. Et c'est télescopé avec notre propre histoire, en fait. Et oui. Et on s'en rend pas compte tout de suite, en fait. Souvent, je sais que petit à petit, dans le travail, ça s'impose comme une évidence, en fait, ce lien-là avec sa propre fratrie. Et ce qu'on a pu subir ou alors agir ou ne pas agir, en fait. Mais clairement, ça vaut le coup de le travailler déjà avant que le bébé arrive. Hein, parce que avec un seul bébé, on va dire que la famille s'organise d'une façon autour de l'enfant, mais avec un deuxième, là, ça commence à complexifier un peu les rapports et à rejouer des choses profondes, quoi. Et complètement, parce que, je suis en train de rigoler en même temps, parce que je te regarde et regarde, moi j'ai une fleur et en haut, toi, tu as une lumière rouge. J'ai l'impression d'être chez toi. On est raccord, on est collant raccord. C'est trop drôle. Bref, c'est une petite digression, mais c'est rigolo. Et du coup, oui, alors j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que je suis complètement en face. Tu sais que voilà, je fais aussi de la sophroanalyse, c'est-à-dire la thérapie de la vie intra-utérine. Et quand on dit ça, on dit ouais, d'accord, mais moi je suis plus un bébé, j'ai pas envie de retourner dans le ventre de ma mère. C'est pas le sujet. C'est pas ça. Moi, j'ai une femme dernièrement qui m'a consultée, par rapport à un désir de pouvoir libérer aussi ses croyances au niveau des femmes.
en sophroanalyse, Mhm. en vue d'une hypothétique grossesse. Mais voilà, c'est important de le dire parce que quand je parle de ça, c'est puisque tu viens d'en parler, c'est super important d'être au clair avec ça parce que quand on est dans cette désir de fratrie et que ce bébé arrive qui est pas forcément, par exemple, du sexe désiré Et ou ouais. désirable, même si c'est pas forcément très conscient, il y a peut-être des choses des fois qui sont pas toujours faciles à jouer et à laisser vivre aussi. Et du coup, bah, ça va des fois créer un dysfonctionnement dès le départ, avec des croyances qui sont peut-être à décroisser ou décloisonner ou Ouais. à Ouais, poser à plat. tout à fait. En fait, les parents, en fait, que ce soit conscient ou pas conscient, parce que quand c'est conscient, on va dire que ça peut se travailler facilement. Exactement. Quand c'est inconscient, ça va être beaucoup plus sournois. Donc, il va C'est ça. falloir amener la maman ou le papa, parce que c'est des fois aussi le papa Bien sûr. qui veut un garçon ou une fille, qui a peur de un garçon ou une fille. Donc, en fait, que ce soit par l'envie ou par la peur, au final, c'est la même C'est la même chose qui se chose. rejoue. C'est-à-dire que l'enfant qui vient là, l'enfant, il a le secret, le secret désir de remplir de bonheur et de contentement ses parents. Donc, si c'est pas le cas, pour une raison X ou Y, même si ça n'a rien à voir avec lui, eh ben, il va avoir l'impression qu'il n'est pas suffisant et qu'il n'est pas assez bien pour que ses parents soient heureux et remplis de bonheur intégralement. Exactement. Et après, bah, quand cet enfant grandit au sein de la fratrie, bah, ça peut être aussi compliqué pour lui. Et en tant qu'adulte, il peut continuer à penser les mêmes choses de cet apparent non-désir qu'il a pu capter d'un des deux parents ou des deux, hein, peu importe. Donc voilà, après, on travaille avec ce qu'on est aussi et on Oui. accueille avec ce qui est. Hein. Il n'y a pas de souci parce qu'encore une fois, il n'y a pas de jugement. Et comme tu le dis dès le départ, bah, tout part de nous aussi. Donc voilà, soyons juste vigilants Ouais. sur cette clarté qu'on doit quelquefois faire en nous aussi. Bah, Voilà, je pense que la bienveillance, ça nous aide à tout traverser, en c'est fait. sûr. Et clairement, au point de départ de l'arrivée d'un enfant, ben, c'est soit un désir, soit un non-désir, enfin, ou en tout cas un désir inconscient. Hein, parce que les enfants par surprise, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Aujourd'hui, on sait comment on fait les bébés. Donc, j'aime bien dire, moi, est-ce que la grossesse a été désirée ou surprise? Parce qu'en fait, plus ou moins, c'est jamais non désiré. En fait, c'est un désir inconscient du parent. Mais l'enfant, il vient parce qu'il y a de la lumière. Hein. Il vient pas, sinon c'est fermé. Hein. Voilà, il peut pas revenir. Donc, c'est aussi intéressant de recentrer ça. Et moi, je vois pas mal aussi quand on fait un travail sur le long terme avec les parents pour accepter une grossesse, par exemple. Ça peut être aussi intéressant de voir ben, quelle est la place de l'enfant qui a été programmée, et puis quelle est la place de l'enfant qui est arrivé de lui-même entre guillemets, hein, parce qu'il n'arrive pas tout seul, mais en fait, ils vont pas avoir le même caractère, ils vont pas avoir la même organisation de vie ou la même mission de vie. Et du coup, c'est vrai que ça va être intéressant de lever le voile là-dessus. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Et après, ça va faire des points de force ou des points de faiblesse en fonction d'eux, et puis des attentes aussi de chacun des parents par rapport à ces enfants-là. Et moi, je pense souvent, bon après, j'espère que je vais pas choquer, mais quand tu parles effectivement d'enfants qui voient de la lumière, il y a des fois, il y a des femmes qui ont des grossesses qui sont vraiment, entre guillemets, pas désirées. C'est-à-dire que si il y a procréation dans le cadre d'une agression sexuelle ou d'un viol ou quelque chose d'important comme ça, on pourrait se dire, ouais, non, mais où est-ce que tu vois le désir? Ben, encore une fois, quand tu dis que l'enfant arrive parce qu'il voit de la lumière, il y a toujours de la lumière. Même dans ces actes-là, c'est compliqué aussi à comprendre qu'il y a des moments, il y a vraiment un non-désir qui est vraiment très intellectuel et cérébral, mais dans le corps, la lumière, elle est à ce niveau-là, en fait. Elle est vraiment au niveau de la cellule et au niveau de l'âme à l'âme. Et c'est là qu'il faut se reconnecter, en fait. Et il ne faut pas voir l'information comme simplement quelque chose d'intellectualisé et de mentalisé. Parce que C'est pour ça ça peut être aussi des agressions au sein d'un même couple, hein. Enfin, genre, exactement, et pas du tout le même projet de vie pour un bien enfant sûr, et pour un autre. Donc, tout à c'est vrai que fait. ça, c'est vraiment important en tant que thérapeute d'intégrer tout ce qui peut se passer en termes de violence conjugale.
Exactement. Et donc ça peut se travailler en ostéopathie. Et après, sur le plan, moi, c'est les fleurs de Bach ou la sophranalyse, mais voilà, c'est important aussi d'être conscient de ça parce que créer la fratrie quand cette annonce-là est faite, c'est déjà la première étape. Hein. C'est déjà l'acceptation aussi de ce qui est. Et après, on peut commencer à amorcer quelque chose qui est de l'ordre de la fratrie. Après, c'est beau aussi quand on voit des parents qui arrivent et avec un bébé surprise, où il y en a un qui est d'accord, qui en rêve depuis des années souvent, et l'autre qui est pas du tout d'accord, de voir comment tout ça le lien va se détricoter. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'un de mes patients qui m'avait appelé en me disant, bon bah voilà, elle est enceinte du deuxième, moi je suis pas du tout d'accord parce que j'en ai déjà deux avant, mais je voudrais un rendez-vous. Et premièrement, j'ai deux questions. Premièrement, je voudrais un rendez-vous. Deuxièmement, est-ce que tu pourrais être là pour l'accouchement? Donc, je savais que lui, au fond de lui, il était sûr que c'était bon. Mais il avait quand même besoin de pouvoir être entendu dans j'ai peur. En fait, son problème, c'est qu'il se trouvait trop vieux pour avoir un enfant et donner la vie alors que lui, il se jugeait pas apte, on va dire entre guillemets, ou pas le bon moment. C'est souvent de la peur qui fait qu'on ne veut pas d'un enfant. C'est de se dire je vais être débordé, je vais pas y arriver. C'est pas forcément le manque d'amour, parce que l'amour on en a toujours en fait. Bien sûr. Et ça c'est des moments qui sont importants aussi à prendre en considération et de pouvoir le dire et l'énoncer. Et après, voilà, pour apprendre aussi des fois à l'enfant, une fois qu'il est arrivé, dans quel contexte aussi il est arrivé, parce que des fois, c'est pas toujours simple à entendre, mais quand c'est dit avec le cœur, l'enfant est tout à fait en capacité de l'écouter. Parce que nous, on est peut-être aussi des fois des générations de femmes qui ont entendu des choses de nos grands-mères sur nos propres mères ou nos parents, et des choses absolument terribles où nous, des fois, on est des petits enfants de ces gens-là et on se dit non mais tu déconnes là quand même parce que moi je suis là, tu peux pas parler de mes parents comme ça. Et donc apprendre aussi à dénouer ces mots, libérer la parole. Alors voilà, sans faire forcément de la communication non violente, parce que c'est pas ça s'apprend pas, je veux dire, mais ça se travaille avec soi dans la paix et une connexion d'âme à âme à redonner des mots pour justifier, et c'est pas justifier dans le genre je me sens coupable, mais pour contextualiser aussi l'arrivée de ce bébé, parce que on pourrait dire non désir. Tu dis quoi? Oui, tout simplement pour lui expliquer qu'est-ce qu'il a vécu, par quoi qu'est-ce qu'il a traversé, parce que ce par quoi les parents sont passés, lui, il y est passé aussi, en étant un peu pas du tout, on va dire, mis au courant de quoi que ce soit. C'est-à-dire que lui, il est un peu à l'aveugle, à tâtons, j'ai envie de dire. Et le papa ou la maman, quand elle fait un vrai travail on va dire, de transformation ou de transmutation d'un rejet total à finalement je vais peut-être pouvoir lui donner de l'amour, et finalement je suis peut-être assez bienveillant envers moi-même pour être bienveillant envers un autre enfant. Oui, effectivement, ça c'est vraiment des choses qui vont être totalement importantes à révéler, et puis à l'enfant, mais aussi aux parents. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, le travail va se faire avec les parents. Et puis, dans un deuxième temps, quand l'enfant sera un peu plus grand, on va pouvoir lui expliquer, voilà, au départ, ton papa avait peur ou ta maman avait peur de pas y arriver, de pas pouvoir le faire. Là, j'ai mis Star of Bethlehem, pour justement tous ces chocs successifs aussi, des fois de cette annonce, ou peut-être même de l'annonce que le compagnon ou la compagne ne veut pas de cet enfant, parce que c'est pas toujours simple non plus. Et ouais, je refais toujours référence à Françoise Dolto, mais on peut lui parler très vite au bébé, parce que moi, in utero, je vais parler à mes enfants quand il y avait quelque chose de cet ordre-là, où je leur ai dit carrément même ce que je pensais, en me disant voilà. Et même plus tard, c'est revenu dans la conversation avec des mots plus adaptés en fonction d'eux, etc. Et même encore là, à l'âge d'adulte, je peux redire encore des choses. Oui, ils ont besoin. Parce que, c'est pas du martelage. C'est vachement important, je trouve, la parole qui libère en fur et à mesure de l'évolution du parent qu'on a été, et de la prise de conscience aussi. Et moi, j'ai pu aussi dire, voilà, j'ai cru bien faire, mais peut-être que j'ai fait une erreur. En tout cas, moi, à l'époque, j'étais sûre que c'était comme ça et qu'il fallait que je fasse comme ça parce que c'était juste pour moi. Et peut-être que maintenant, avec du recul,
je m'aperçois que j'aurais certainement pu agir différemment, mais j'en étais incapable en fait. Ouais. Et ça, c'est vachement important aussi de pouvoir le dire, parce que tout n'est pas figé, cristallisé en fait. On dit que le cerveau, la plasticité neuronale, avant on disait qu'on perdait je sais pas combien de milliards de neurones par jour et qu'après c'était fini. Eh ben non, c'est pas vrai. Non, le phénomène d'apprentissage, heureusement, il est jusqu'à la fin. Hein. Exactement. Donc du coup, on peut recréer aussi à chaque fois du confort, de l'amour, du lien, de la sûreté de soi avec des mots Et oui. tout au long de la vie, parce que en n'attendant pas de mourir pour dire qu'on s'aime et que on a désiré, qu'on est heureux d'avoir été ensemble, etc. Je trouve que bon, alors là, je pars très de ne pas avoir désiré et qu'aujourd'hui on est tellement heureux d'avoir un autre enfant ou voilà. C'est beau en fait. La résilience, c'est ça qui donne le plus de force aux enfants. C'est d'accepter de voir là où ça a été difficile pour nous et de leur donner ce cadeau-là, de dire voilà, j'ai raté et regarde comment ça peut être beau aujourd'hui, tout ce qui s'est passé quoi. C'est pour ça que des fois les enfants disent, quand ils sont eux-mêmes parents, ils disent oui, mais tu t'occupes plus de ma fille que tu t'es occupé de moi. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et en même temps, il y a aussi cette transformation et donc c'est aussi c'est le jeu de la vie. Hein, donc c'est ça. Bon, on est parti très loin déjà dans les grands-parents là, mais ouais, non, mais bon, tu vois, c'est un cycle la vie, hein, donc la fratrie, ça commence aussi déjà dans les générations postérieures, comme tu le disais, hein, parce que encore une fois, ça vient beaucoup aussi de notre histoire personnelle. Donc, après, pour continuer à parler de la fratrie pendant la grossesse, parce que finalement, moi, je suis toujours plus ou moins dans la prévention que dans attendre que les choses arrivent et qu'on soit obligé de ramasser les morceaux pour pouvoir après reconstruire. J'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est souvent de faire une séance avec l'enfant et sa maman qui est déjà enceinte et de pouvoir lui poser des questions. Comment tu penses que ça va se passer quand ton frère ou ta sœur elle sera là? Et comment c'est d'être parce qu'on sait que les grands, les aînés, ils font une petite régression. Hein, ils recommencent à faire pipi au lit, ils recommencent à faire caca dans la couche, et ils recommencent à faire 10 milliards de conneries. En fait, ils ont besoin qu'on puisse leur faire parler de leurs préoccupations par rapport à cet enfant-là. Et souvent, c'est bien loin de ce qu'on peut imaginer nous avec nos cerveaux d'adultes. À savoir que, par exemple, hier j'ai fait un petit bonjour Blanche. J'ai fait une petite séance hier à une petite fille. Oui. Et en fait, donc la maman arrive à 9 mois. Et en fait, elle était très inquiète pour ce bébé-là. Elle avait peur. Donc je lui dis mais t'as peur pour ta maman ou pour le bébé? Ben le bébé. Parce qu'en fait, ils se souviennent aussi de façon implicite de ce par quoi ils sont passés. Et c'est vrai que ils ont besoin qu'on aide les petits nouveaux à trouver le chemin aussi. Donc ça, c'est Red Chestnut pour les enfants qui s'inquiètent pour leur petit frère ou leur petite sœur, ou voir leur maman aussi. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Et donc cette petite fille, elle était très inquiète pour son petit frère. Alors, on s'est approché du ventre, on a mis les mains comme ça, on lui disait « T'inquiète pas, petit frère, tu vas trouver le chemin. Ta sœur, elle a déjà fait la place. Tu vas pouvoir trouver ta place. » Et du coup, c'est vrai qu'elle… alors, au début, elle a beaucoup pleuré hein, parce que c'était en pleine résistance. Et puis après, elle a pu dire aussi qu'elle avait peur pour sa maman, qu'elle avait peur que son papa soit inquiet aussi. Donc, on a redit les règles. C'est les grands qui s'occupent des petits. Parce que souvent, à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, on parle de ça y est, tu vas être grand frère ou grand. Et les enfants, attention, hein, parce que quand on dit tu es grande sœur ou grand frère, pour eux, ça veut dire ça y est, je suis adulte. Et donc, ils se placent au même rang que les parents. Donc, un grand frère, futur grand frère ou future grande sœur qui commence à plus écouter les règles, qui commence à faire n'importe quoi et à vraiment être borderline, c'est que dans sa tête, il est grand. Donc, il faut inventer le concept du petit grand. C'est ça. T'es une petite grande sœur. T'es un petit grand frère. Et pour dire, oui, d'accord, t'es plus un bébé, mais t'es encore pas une maman, et t'es encore pas grande comme ta maman. T'es encore pas grand comme ton papa. Et ça, c'est vraiment important parce que comme ils ont entendu, comme on leur martèle, tu vas être grand frère, grande sœur, eux, ils switchent sur ce qui les arrange. Et ce qui les arrange, c'est tout décider pour eux. Parce que ils en ont marre d'être petits. Donc, ils font le putsch.
hein, des fois. Et le fait de pouvoir dire, ok, t'es quand même encore petit et c'est toujours ton papa et ta maman qui te consolent. Là, la petite fille, par exemple, au milieu de la séance, elle a demandé son doudou. Alors, autant d'habitude, c'est ok, mais autant là, c'est comme si elle voulait se consoler toute seule et pas embêter son papa ou sa maman qui était déjà assez inquiet pour l'arrivée du bébé. Donc, en fait, elle voulait son doudou et je lui ai dit, non, non, ton doudou, tu l'auras après. Mais là, pour l'instant, tu vas te consoler dans les bras de ton papa parce que c'est important. Et donc, elle a fait, ah oui, d'accord, ok. Donc, elle a bien voulu se faire consoler par son papa. Mais il faut vraiment être vigilant parce que, en fait, les enfants, quand ils voient surtout que les adultes sont occupés et sont inquiets sur des sujets qui sont graves, qui peuvent être problématiques pendant la grossesse, soit en termes de santé de la maman, soit en termes de santé du bébé, bah, en fait, les aînés, ils vont prendre sur eux et s'encapsuler dans leur petit cocon et essayer de protéger les adultes. Alors ça, tu vois, c'est la fleur que je proposerais, c'est walnut justement pour que l'enfant soit moins perméable à ce que les parents vivent aussi Ouais. par rapport à la grossesse. Le mettre dans un petit cocon, c'est ça? Exactement, Ouais. et qui puisse toujours entendre les informations, mais que ça n'ait pas un impact au point de transformer totalement l'enfant, qui puisse être chamboulé, bah, soit dans ses études, même s'il va à la maternelle, bah, ou sa vie sociale, ou sa relation avec ses amis, ou les Mais autres ça les frères et rend sœurs. moins profonds, quoi, qu'ils soient moins responsables de ça, quoi, en fait. Exactement. Et après, ça fait une charge mentale aussi pour eux, parce que ceux qui s'inquiètent véritablement, après, c'est la rumination mentale aussi, tu vois, qui va. Donc ça, c'est White Chestnut. Pour ceux qui vont justement commencer à se faire des films aussi par rapport à ce qui se passe, avec l'inquiétude aussi. Et après, il peut y avoir malheureusement des troubles du sommeil aussi pour le petit parce que ça lui prend trop la tête en fait. Ouais, c'est ça, parce que ça les occupe sur leurs effets de rumination et sur tout ce qu'ils peuvent imaginer de pire, en fait. Parce que les Exactement. enfants, si on leur dit pas les choses, ils vont imaginer des choses bien pires que ce qu'on peut avoir en réalité. C'est ça. C'est important de leur expliquer aussi ce qui se passe et puis de les protéger aussi. Après, on ne peut pas tout protéger, hein. Il y a des moments où, quand on est dans la situation émotionnelle, en tant que parent, on n'a pas de filtre aussi quelquefois, hein. Donc Et pas toujours parfois, ça. ils ont aussi besoin, les aînés, pour bien accueillir le petit frère ou la petite sœur, de pouvoir, eux, revivre leurs histoires de naissance. C'est-à-dire que si, par exemple, l'aîné est né par césarienne et que le deuxième va naître en voie basse, ou que le premier est né par voie basse mais que ça s'est mal passé, et souvent le deuxième, comme c'est le plus rapide, il va naître très rapidement, l'enfant va entendre pendant tous les premiers mois de la vie de son frère ou de sa sœur, oh là là, l'accouchement de la petite sœur, c'était génial, par rapport à la grande, c'était horrible. Voilà. Et donc, les murs ont des oreilles, hein. Attention, parce que vraiment, je vous encourage à bien faire attention à comment vous parlez. Exactement. Parce que souvent, on dit oui, l'aîné, il n'est pas descendu, donc j'ai eu la césarienne. Et souvent, l'enfant, quand il entend ça, il le prend pour lui, hein, forcément. C'est clair. Il peut pas faire autrement. Donc, il va falloir vraiment, dans le discours, remettre toujours les choses à leur place. C'est pas les enfants qui sont responsables de comment ils sortent, c'est toujours la responsabilité des adultes. Et du coup, alors eux, ils ont leur mot à dire dans le sens où ils vont participer à l'accouchement, ils vont être vraiment dans quelque chose d'actif et de vraiment dynamique. Mais ça va être important de les soutenir dans ce travail-là. Et donc, quand il y en a un qui est né, on va dire, mieux que l'autre, j'aime pas trop ça, mais en tout cas, la naissance a été plus simple, notamment pour le premier, souvent, c'est quand même dans le dur, hein, alors que le deuxième, la voie est faite, donc c'est plus simple. Le premier va avoir besoin de faire ce qu'on appelle son déroulé de naissance, hein, pour faire comme un reset et montrer une autre façon de pouvoir gérer l'accouchement. C'est-à-dire, s'il a eu un forceps ou une ventouse, cette fois-ci, pendant la séance d'ostéo, il va avoir envie de se mettre en boule et de refaire son petit mouvement de reptation pour sortir comme s'il mimait la sortie, comme s'il mimait la naissance. Et du coup, le fait de pouvoir vivre ça, ça va vraiment l'aider à reprendre pied avec son désir à lui. En fait, je dis lui ou elle, hein, parce que voilà,
C'est important ce que tu dis. C'est important ce que tu dis parce que tu viens de dire, c'est jamais les enfants qui choisissent leur naissance. Et moi, je pense qu'on peut aussi choisir sa naissance. Mais dans ce sens où tu le dis, c'est pas de pointer du doigt en culpabilisant le choix de naissance de l'enfant qui a bouleversé notre conception de l'accouchement et du coup, qui nous a explosé, qui nous a fait ceci, etc. Et de redonner justement ce choix de dire tu as décidé de venir comme ça et c'était aussi notre manière aussi à nous deux de nous découvrir et c'est la raison pour laquelle voilà que tu es très vif ou au contraire tu as été voulu arriver le premier. C'est plein de potentiel de qualité et c'est pas en termes de jugement, de dépréciation, de c'est toi qui m'as fait mal, etc. Voilà. C'est là où il y a un langage qui est adapté parce que par exemple moi je suis née avec des forceps. Et si ma mère n'a pas arrêté de me dire tu ne voulais pas de mon lait, tu es née avec des forceps, genre tu nous as fait chier, c'est pas le même langage que justement toi dans ton tempérament, peut-être que tu n'aimes pas trop qu'on fasse des choses à ta place et tu préfères les faire toute seule. Ouais. Tu vois la différence? Ouais. C'est-à-dire que réapproprier le pouvoir de sa propre naissance en disant j'ai décidé de naître avec des forceps parce que je suis en train de vous dire ne venez pas me forcer, je supporte pas. Là, c'est pas pareil. C'est quand même pas la même chose. Et par là même, un petit bébé qui est né par césarienne, quand il arrive à montrer à ses parents qu'il peut faire son déroulé de naissance et que finalement c'est qu'il était coincé, mais que s'il avait pu être décoincé parce que la maman était couchée sur le dos, qu'elle n'était pas dans une position qui était adéquate pour que lui il puisse se décoincer, le fait de pouvoir le montrer à ses parents, en fait ça va tout changer dans sa vie. Bien sûr. Il va se sentir accueilli différemment parce qu'il a été un peu, quand je dis il choisit pas sa naissance, c'est pas lui qui a la responsabilité, mais bien évidemment qu'il va participer au processus. Mais il y a plein de fois où on va lui mettre des bâtons dans les roues et on va lui l'empêcher finalement d'exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer à ce moment-là. Et ça vraiment c'est important de le redire et de le resignaler toujours après une nouvelle naissance. À chaque fois retravailler avec les aînés sur et toi ta naissance, qu'est-ce que tu te souviens? Et jusqu'à 5-6 ans, ils arrivent à se souvenir de comment ils sont nés, en fait. Complètement. Et moi, je me souviens que ma fille m'avait fait des dessins de sa vie intra-utérine. Bon, déjà, j'étais dans ces études-là. Mais pendant que son petit frère était dans mon ventre, et elle a voulu recréer en dessinant tout le temps. Elle n'arrêtait pas de dessiner comment c'était pour elle dans mon ventre. Ouais, donc c'est joli aussi par le dessin à chaque fois de raconter son histoire. Alors encore une fois, moi je repropose Star of Bethlehem pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont mal vécu les premiers accouchements, justement pour libérer aussi la venue du deuxième et du troisième et du quatrième, parce que chaque naissance. Comme si c'était enlevé une mémoire, comme si ça enlevait la mémoire, la mémoire blessée, quoi. Exactement. Et Star of Bethlehem, c'est vraiment les bleus de l'âme aussi. Hein. Parce que bien sûr, on avait déjà évoqué le sujet, Elisa, mais on a des fois des projections et des attentes sur un accouchement idéal, etc. Et la vie nous propose autre chose. Et donc, si on reste focalisé dessus, comme tu dis, après, ça sort avec des mots qui sont des fois bienveillants mais maladroits à entendre, ou des fois très malveillants et pas conscient que l'enfant peut être extrêmement choqué de ce qu'il entend. Et c'est vraiment important d'être vraiment dans la clarté par rapport à ça. Vraiment, je vous invite à aller voir des gens dont c'est la spécificité pour vraiment nettoyer tout ça. Parce que faites-vous aider. Hein, si jamais, pour vous, parents qui regardez, vous voyez que vous avez un problème avec un des enfants, ou vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose, c'est votre ressenti de parent qui va être vraiment important. C'est-à-dire que c'est souvent juste. Vous avez cette petite lumière-là qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous l'avez dans votre petite boîte noire. Mais souvent, on a honte. On se dit, je devrais quand même gérer mes enfants, je devrais quand même faire ci, je devrais quand même les comprendre. En fait, ils vous disent pas du tout, ils vous protègent. Donc, c'est pas à vous qui diront plus de choses. Ça peut être des fois, quand je vois les parents, la tête des parents, quand les enfants me racontent leurs histoires, c'est assez hallucinant parce que souvent, c'est plein d'émotions parce que clairement, les petits, ils se sentent beaucoup plus libres. Comme ils sentent que moi, je peux les écouter sur tous les sujets,
ben ils peuvent parler de la vie, de la mort, j'aurais préféré que mon frère il soit mort, j'aurais préféré que ma sœur elle existe jamais, voilà. Et juste le fait des fois de le dire, de pouvoir s'autoriser à voir les choses autrement, c'est vraiment intéressant pour les grands qui puissent faire le processus. Des fois, c'est simplement, c'est une petite phase un peu délicate, et puis ils vont switcher sur ah là, là, mais je l'aime trop, mon frère, ma sœur, parce que vraiment, quand il peut y avoir un contexte d'amour entre dans la fratrie, c'est vraiment tellement génial que il faut le travailler, quoi. C'est pas possible de passer au travers de ça. C'est ça. Et si on n'est pas au clair avec soi en tant que parent, quand on entend notre enfant parler comme ça, du petit vient d'arriver, eh ben ça peut aussi mal se passer. Ouais. Parce Ouais, que voilà, ça fait encore des rejets, des abandons et de la culpabilisation pour l'enfant qui s'exprime. Alors que lui, si on le fait justement parler comme ça nous donne, c'est des indicateurs aussi. De dire, mais ce serait comment si justement ta petite sœur n'était pas là? Ben, peut-être que justement là, il pourrait dire l'inverse de ce qu'il vient de dire. ouais. Donc, c'est aussi important de prendre du recul et de prendre tout ce qui est parce que c'est quand même des informations. On ne peut pas négliger ce qui est dit en fait. Hein. Oui, puis de ne pas prendre tout au premier degré. De pas prendre tout au premier degré. C'est-à-dire quand il dit ça, il veut dire quelque chose qui est beaucoup plus profond. Souvent, exactement. Il veut parler d'une thématique ou d'une souffrance qu'il sent chez ses parents. Par exemple, si dans une fratrie d'un ou des deux parents, il y a eu un préféré et les autres comptaient pour du beurre, bon bah en fait c'est vraiment une souffrance qui est restée dans toutes les cellules des parents, quoi. Et donc le fait de soit avoir peur de reproduire, soit de façon insidieuse reproduire la même chose, hein, parce qu'on sait bien qu'on fait soit la même chose, soit l'inverse. Mais si on travaille dessus, on peut faire l'équilibre et surtout faire ce qui est bien pour cet enfant-là. Parce que chaque enfant a pas besoin des mêmes choses. En fait, souvent, les parents, ils s'ingénuent à dire on vous aime pareil. Ah, il faut que ce soit tout pareil. Mais ça n'a rien à voir, en fait. On n'est pas tous pareils, on est des pièces uniques. Donc, ce qu'il faut dire aux enfants, c'est je suis là pour toi et je vais essayer d'être là avec ce dont tu as besoin, toi, en tant que personne. Et pas je fais pareil pour tous mes enfants, parce que ça veut rien dire. Je t'aime autant, oui, je peux aimer autant mes enfants, mais on n'aime pas pareil une personne et une autre. On vibre pas pareil, on ne partage pas les mêmes choses. On peut les aimer fort et avoir un attachement qui est sûr, mais on ne fait pas pareil avec tout le monde en fait. Hein, ça marche dans les amitiés, ça marche dans les amours, ça marche avec les écrivains. On n'aime pas les gens pareils. Et en fait, même Elisa, même si on aime pareil, l'enfant, s'il y a 3 enfants ou 4 enfants, eux ne réagiront pas pareil à cet amour-là. Donc, de toute façon, ça peut pas être pareil. C'est impossible. Ouais, c'est des pièces différentes. Donc, en fait, c'est même pas possible à la base de faire pareil. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es pas la même. Quand t'es maman une fois, quand t'es maman 3 ans après, t'es pas la même. Donc, t'es pas la même personne, c'est sûr. Toi, t'as l'impression que tu fais pareil, mais dans la réalité, c'est pas pareil du tout. Et ça, l'enfant, il le sent bien. Il voit bien qu'il y a des choses. Et donc, les parents, quand ils essayent de résister et qu'ils disent, mais non, je t'aime pareil, bah, en fait, l'enfant, c'est comme si on lui mettait une dague dans le cœur parce que il se dit, mais mes parents, ils arrivent même pas à réaliser que ce qu'ils me disent, c'est pas la réalité, quoi. Donc, c'est vraiment important de jamais contredire le ressenti de l'enfant. Hein, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois avec toi, mais je pense que le ressenti de l'enfant, il est toujours juste. Les enfants, ils sont tous gentils, et quand ils deviennent infernaux et qu'on n'arrive pas à les gérer, c'est qu'il y a un problème. C'est que vraiment, essaye de marcher avec un caillou dans une godasse, tu vas pas marcher 2 kilomètres. Tu vas vite t'arrêter, tu vas l'enlever. Ben, c'est ça qu'il faut faire avec les enfants. Quand vous voyez que vos enfants, ils réalisent pas, ils réagissent pas comme il faut, ben en fait, c'est assez étonnant parce que les parents, des fois, après les séances d'ostéo, ils disent ah, ça y est, je retrouve mon enfant comme avant. Mais c'est violent des fois parce que tu te dis, ça fait 3 mois qu'il trime et qu'il n'est pas bien et qu'il faut attendre qu'on puisse leur mettre d'aplomb pour que, oui, effectivement, il soit à nouveau relax, quoi.
Et quand tu évoques tout ça, c'est aussi pour les familles recomposées, c'est encore différent pour le regard d'un enfant parce que c'est pas le même papa ou c'est pas la même maman, donc c'est compliqué aussi pour eux de se sentir aussi dans la création de la fratrie et l'accueil de ce bébé. Oui, alors d'autant plus qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils vont être obligés d'aller dans l'autre famille. Ouais, Hein, donc moi j'en avais un qui était dans ce cas-là. En fait, il avait peur, il dormait plus la nuit parce que quand il a réalisé que ses grands frères partaient chez leur maman qu'ils voyaient plus, donc qu'ils connaissaient pas, lui il a cru qu'à un moment donné il serait obligé de partir avec ses grands frères. ouais, Donc il savait pas trop quand est-ce qu'il serait obligé de partir. Et donc il a fallu qu'on lui réexplique. Alors que finalement pour les adultes, ils avaient jamais pris le temps d'expliquer ça puisque bien sûr. pour eux ça paraissait évident que sa vraie maman elle est là, son vrai papa il est là, donc il ne va pas aller en. Mais ça paraît des évidences qui sont finalement très importantes à repositionner dans la vie de l'enfant. Parce que si lui, il n'a pas compris à un moment donné que lui, il serait pas obligé de partir chez l'autre maman qu'il connaît pas, donc il s'était mis à flipper comme un malade parce que il s'était dit mais comment je vais faire? Je connais pas l'autre famille. D'accord, je serai avec mes frères, mais moi je connais pas cette maman-là. Et est-ce que je vais pouvoir réagir? Et donc on lui a expliqué que non, que lui, sa maman était là, que son petit frère, il allait rester aussi et qu'il serait jamais obligé de partir chez la maman de ses frères. Donc voilà, ça l'avait un peu soulagé. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec des situations où on n'a pas du tout l'information de ce qui peut se passer, quoi, de ce qui peut être vraiment le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à avoir un regard neuf et à ouvrir les écoutilles dans tous les sens, parce qu'ils nous sortent des choses qui sont complètement pas du tout de l'ordre de la réalité des fois en fait. Et oui, puis ce qui nous paraît évident, nous, il faut quand même le réexpliquer à l'enfant, même si c'est évident, nous on s'aime, on a eu deux autres vies différentes, on a déjà des enfants chacun de notre côté, on s'aime et on va se rencontrer, on a un enfant, mais si on l'explique pas au petit qui arrive, c'est pas évident pour lui non plus. Ouais. Donc même s'il sait dans quel contexte, en tout cas son âme, il a besoin aussi d'entendre son histoire. Ouais. Et de la même façon pour les grands qui ont leurs parents séparés, moi j'hésite pas à dire aux enfants, voilà, tu peux garder dans ton cœur ton papa et ta maman ensemble. Parce qu'en fait, quand ils t'ont fabriqué, ils étaient ensemble. Donc, quand ils sont encore un peu petits, mais où les parents sont déjà séparés, je leur propose d'avoir un petit carnet avec des photos du couple avec l'enfant ensemble, pour qu'ils puissent l'avoir et chez papa et chez maman, et que quand ils ont besoin, avant de dormir, de revoir un petit peu les photos de d'où ils viennent, eh ben, ça peut être intéressant. Même si les parents sont séparés pendant la grossesse ou dès la naissance, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une représentation. Alors, si on n'a pas de photo, on peut dessiner, hein, faire un dessin, et puis réexpliquer. Moi, j'aime bien aussi réexpliquer, par exemple, quand c'est avant l'accouchement, je demande aux mamans de faire un dessin, ou à l'enfant de faire un dessin avec une partie de avant la maison avec la maman avec le bébé dans le ventre, le papa et le petit garçon ou la petite fille, une petite maison avec la maternité, où là le bébé sort et il est dans les bras, et après la maison à nouveau avec le papa, la maman, le bébé et le grand frère. Et du coup, le fait de pouvoir à chaque coucher, de passer devant ce dessin-là et de lui dire, est-ce que tu veux qu'on reparle? Est-ce que tu as besoin qu'on redise comment ça va se passer quand le bébé va arriver? Et donc, à chaque fois, ils vont dire, oh non, non, c'est bon, je l'ai entendu assez. Ou alors, oui, oui, redis-moi. Et de dessiner un cœur sur les parents en disant que le ventre de la maman, il grandit comme dans le cœur. Ça grandit pareil dans le cœur que dans le ventre. Et qu'il y a autant d'espace pour tous les enfants dans le cœur des parents. Hein, voilà. Donc ça, souvent, ça leur parle bien, ils aiment bien et ça les soulage de se dire que même si on va s'occuper plus du petit, rappeler que pour toi aussi on a fait ça, tu vois, pour toi aussi on a fait ça quand tu étais petit, pour toi aussi on a fait ça, pour toi aussi j'ai donné le sein, pour toi aussi, et ne pas avoir peur que voilà, ces petites phases de régression, c'est juste pour alerter le parent en disant tiens, c'est un petit peu difficile pour moi, hein, donc voilà. Mais sinon c'est que du bonheur, hein. C'est vrai que la fratrie, quand elle est bien
quand elle est bien équilibrée, c'est juste, on n'a plus qu'à faire des photos et c'est juste excellent. Hein. Bah oui, c'est ça. Avec les photos aussi, on peut leur montrer comment ils étaient Ouais, petits, quand ils ouais. étaient au sein, etc. Donc là, en général, moi, de façon personnelle, j'ai jamais eu d'enfants qui ont régressé chez moi. Hein. Ah ouais. J'ai pas le souvenir de choses très, bah, justement, des petits pipis au lit ou des choses, ou des redemander des biberons ou des tétines ou je ne sais quoi. Alors, bon, ils étaient peut-être un peu Ou éloignés les uns des retéter. Il y en autres. a qui veulent retéter, par exemple. Hein? Exactement. Voilà. Mais bon, voilà. Il faut pas avoir peur. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste que si ça arrive, Bien il faut pas sûr, avoir peur et l'accompagner bien vraiment sûr. tranquillement. Il faut pas vous inquiéter en vous disant, mon Dieu, ça va être l'enfer. Non, c'est des C'est une phases. période très courte. Voilà, c'est temporaire. Donc, il faut C'est vraiment temporaire. être à l'écoute. Et, et comme tu disais tout à l'heure, si justement, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parce que dans les phases critiques, c'est le plus important, c'est ça, c'est de ne Exactement. pas lâcher l'affaire sur se faire accompagner. Parce que dans ces moments-là, il faut pas oublier que on vient d'accoucher ou que le papa est fatigué aussi parce qu'il s'est occupé des petits pendant que sa compagne était en train de, voilà, elle était à la maternité ou à la clinique, peu importe. Et du coup, il y a beaucoup de fatigue, il y a le postpartum, il y a des fois des suites de couches qui sont pas aussi aisées, etc. Donc il y a toute cette sphère-là à prendre en compte, plus l'affect des enfants qui sont déjà dans le foyer et qui trépignent Ouais, d'impatience de retrouver leur maman. Et la maman, bah, elle n'est pas dispo en fait. Bah, ouais. si, elle est obligée d'être dispo. Mm. Donc là, dans ces moments-là, bah, des fois, c'est plus complexe aussi et on peut s'en vouloir aussi d'être pas la bonne mère, etc. Mais oui, mais il faut être. Bah, c'est sûr il faut être bienveillant avec soi-même, hein, parce que quand on en a Exactement. 3 ou 4, c'est normal que ce soit compliqué d'être à l'écoute, avec la même écoute aussi pointue pour un enfant et pour l'autre. Et en plus, en fonction des moments, comme tu dis, on peut avoir plus ou moins d'énergie et plus ou moins de ressources. Donc, si vous Exactement. manquez de ressources et si vous avez l'impression que vous êtes débordé, ne restez pas seul avec cette sensation-là qui est vraiment très désagréable et pour vous et pour l'enfant. Parce que l'enfant, quand il vous voit débordé, ben, soit il va prendre sur lui, il va tout refermer et il ouvrira ça plus tard en explosant à l'adolescence, soit il va essayer de vous prendre en charge, ce qui n'est pas forcément un cadeau à faire à ses enfants, parce que là aussi, c'est comme si on lui volait un peu son enfance. Donc, il faut vraiment être vigilante et pas se laisser dans une situation qui n'est pas confortable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se battent ou qui sont ne pas se dire oh, bah, je vais les laisser se débrouiller. Hein, souvent on entend les parents dire ça des fois. Je les laisse se débrouiller puis mais non mais en fait ça c'est des enfants en fait donc ils peuvent pas s'autoréguler. C'est important de pouvoir toujours redire la règle, redonner les positions et pas laisser des espèces de fossés s'installer entre les enfants eux-mêmes en fait. C'est ça. Et pas se laisser glisser non plus dans la culpabilité ou dans l'épuisement ou l'irritabilité ou d'envoyer bouler les enfants parce qu'on n'a plus de patience et qu'on est épuisé tout simplement. Donc, bah, demandez de l'aide, même si vous êtes parent solo. Il y aura toujours des bonnes amies autour de vous pour vous aider. Parce que des fois, bah, on est sur le bord de péter les plombs parce qu'on peut plus en fait. Ouais. Et on fait des fois Alors ça, je vais vous montrer Cherry Plum aussi quand on a l'impression que bah, on est sur le bord de craquer et qu'on peut plus tous maîtriser ou se contrôler et qu'on va des fois faire des choses qui dépassent notre pensée. Mais des fois, c'est l'épuisement qui nous s'énerve, pousse. qu'on crie ou qu'on Exactement. est défessé. Alors c'est pas un principe, ça doit pas être un principe d'éducation. Hein. Mais voilà, je veux dire, ça peut échapper à un moment donné quand on est à bout de nerfs. C'est clair que mais ce serait bien de pas arriver à ce stade-là, quoi, en fait, de faire de la prévention. Si on fait de la prévention pendant la grossesse, ben bizarrement, après l'accouchement, ça va se passer beaucoup plus en douceur et beaucoup plus dans le moelleux que si on n'a rien fait avant et qu'on voit que les enfants ils sont insupportables. La maman elle en peut plus de son enfant, l'enfant il en peut plus de sa mère et genre c'est dommage en fait. On passe à côté en fait. C'est ça. Mais bon, des fois, ça peut arriver, donc c'est important de se faire voilà, accompagner pour pas dériver entre guillemets. Hein. C'est ça. Et les papas aussi ont besoin aussi de se faire accompagner.
Ils sont Bah pas oui, obligés parce d'être que des super hommes non plus. Et parce qu'ils peuvent aussi craquer et faire leur postpartum sans qu'on s'en aperçoive. ouais, c'est sûr que c'est pas souvent facile de trouver une place à la fois de je dois donner les règles, à la fois de j'ai envie de rigoler et de faire des câlins avec mes enfants, et Ou à ma la fois femme, de hein? ou ma femme, Ou- mais elle n'est pas disponible. Ouais, c'est clair. Bah oui. Donc il faut arriver à retrouver un équilibre le plus sereinement possible, on va dire. Donc pour ça, il faut déjà pour les mamans, il faut dormir le C'est ça. maximum. C'est-à-dire quand votre enfant dort, il faut dormir. Voilà. Il faut pas hésiter à vous mettre dans le lit, faire du cododo tous ensemble, si besoin pour faire des câlins. Parce qu'en fait, finalement, quand on peut pas assurer avec le petit en bas âge, ben on peut faire quand même toujours des câlins. Bien Ou sûr. moi, j'ai beaucoup de mamans aussi qui me disaient que grâce au chant prénatal, elles arrivaient à avoir un petit moment dans une bulle vibratoire où en fait elles s'installaient avec les deux ou les trois enfants dans le lit. Elles commençaient à faire des chansons pour pouvoir. Et comme c'était les chansons que les enfants avaient entendues in utero, les petits tout de suite, ça les mettait dans un autre état de flottaison et de calme. Et du coup, elle disait, oh là là, je savais que 20 minutes, j'étais tranquille quand je les mettais à chanter. C'était complètement, ça faisait à la fois un lien vibratoire où l'enfant il se sentait pris en compte dans son, à la fois il pouvait s'exprimer aussi et à la fois dans l'individualité et à la fois dans le groupe. Donc tout le monde trouve sa place. Avec la voix, ce qui est génial, c'est que chacun a un trésor de voix et que tout le monde peut avoir trouver l'harmonie entre les différentes voix. Et c'est ça qui est, c'est un bon guide par rapport à l'harmonie dans la fratrie, quoi. Ouais, c'est un bon moment de connexion et chacun sa C'est place et en ça. même temps Ouais. groupir tous ensemble, quoi. Oui, c'est ça. Et si on n'a pas un qui prend toute la place, ben finalement tout le monde va trouver un moment pour pouvoir se réaliser au sein du groupe, quoi, en fait. Et du coup, ça t'arrive, toi, de voir en ostéo la maman et toute la famille, enfin tous les enfants en même temps? Oui, oui. Alors souvent j'ai la maman et les petits. C'est rare quand le papa est présent aussi. Ok. Hein, mais des fois, je peux avoir la maman et deux enfants, et puis la fois d'après, le papa et un enfant, par exemple. Donc souvent, ce qui est assez intéressant, parce que des fois, on se rend compte que l'enfant va venir compléter la séance du parent, ou l'inverse, quoi, en fait. Hein, que c'est que en miroir, ça va être les mêmes choses qui vont être face à face. Hein. Il n'y a jamais de hasard, Elisa, Bah tu ouais, le c'est sais, ça. ça. Ouais, je sais bien. Mais c'est vrai que quand alors j'ai envie de dire c'est dur pour les parents hein, quand il y a deux, trois, quatre enfants parce que déjà bah on fait toute l'après-midi de soins et puis en plus bah, chaque enfant a des besoins différents et donc le parent prend enfin chez moi c'est plus les parents qui pleurent que les enfants finalement hein, parce que c'est vrai que c'est assez on va dire le travail somato-émotionnel il est assez clair en plus les enfants même quand ils sont tout petits, ils arrivent à donner les informations. C'est-à-dire que je pose des questions un petit peu en éventail pour voir un peu. Et en fait, j'ai toujours la réponse précise sur là où c'est la vraie information. Quoi. Donc, effectivement, c'est assez étonnant. Enfin, les parents, souvent, ils sont scotchés parce que on peut pas dire non, mais là, l'enfant, il répond au hasard. On voit très bien que l'enfant, il a répondu exactement ce qu'il voulait. Et du coup, c'est beau, quoi. Bah oui, c'est beau. Puis ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour nous aider à nous libérer. Donc, Ouais, c'est on ça. veut faire le chemin ou on ne veut pas le faire. Mais après c'est de l'apaisement, c'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est des C'est choses ça. qui se mettent en place et qui sont pérennes, hein. Tu vois, En c'est fait, ça c'est qui. dommage de rater le coche, Bah oui. j'ai envie de dire, parce que vraiment, plus on peut faire ça tôt, plus le bénéfice va être multi-focus, quoi, multi-étage, dans la vie des enfants et dans la vie des parents. Et dans la relation entre eux, dans la fratrie, parce Oui, que pour le coup, parce qu'on parle des enfants qui accueillent un bébé, mais ces enfants-là, ils vont devenir des petits, des préados et des ados. Et donc tout ça, quand c'est fait bah, bien en amont, franchement, c'est cool après. Ce qui ne ouais, veut pas dire qu'il n'y a pas des claquements de porte et des grincements de dents. Mais je veux dire, quand le job est fait,
bah, c'est quand Tu même vois? C'est quand même plus, plus fluide, hein. plus fluide pour tout le monde. Voilà. Et pour les parents et pour les enfants. Parce Exactement. que clairement, quand on attend l'adolescence pour exprimer des choses, bah là, on va dans le mur. Hein. C'est sûr que C'est il y a... compliqué, hein. Parce que c'est pas à l'adolescence qu'on va parler, hein. C'est compliqué de parler à l'adolescence, hein. Ouais, Et ouais, c'est pas un moment du temps où on a envie d'aller parler à ses parents, hein. bah, Donc c'est plutôt un franchement, temps d'introspection, l'adolescence, pour savoir qui on est et donc en passant par le corps, j'arrive à les faire un petit peu parler, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que les plus petits, par exemple. Hein. bah, bien sûr. C'est pour ça que quand il y a aussi des ados qui accueillent des tout petits dans des fratries où justement il y a plusieurs 10, 14 ans d'écart, bah, c'est là où des fois il faut trouver des chemins de traverse aussi pour libérer la parole parce Ouais. que il s'est engrammé un certain nombre de choses bien en amont. Et c'est important aussi parce que bah, être grand frère comme ça ou grande sœur, c'est pas toujours simple non plus de créer cette fratrie-là. Euh, Même s'il y a beaucoup d'amour, des fois c'est compliqué aussi pour eux d'accepter qu'il y a un petit qui débarque dans la vie. Oui, puis le fait de se sentir un peu obligé de créer un lien, alors que finalement, bah, eux, ils sont dans autre Dans le chose détachement. que la famille, ils sont plutôt dans le détachement, et donc c'est un mouvement qui est assez, parce que les petits les réclament, les ados, ils ont envie de s'ouvrir au monde, et en fait, Exactement. c'est souvent assez difficile, mais à la fois, faut les encourager à suivre leur mouvement intérieur, et à la fois leur dire que bah, le lien qu'ils vont créer avec le petit, ne sera jamais remplacé. Donc, et puis s'il ne le crée pas à ce moment-là, c'est là aussi c'est louper le coche un peu. Donc c'est dommage. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver entre chaque individualité, chaque personnalité, chaque famille et voir aussi comment ça se. J'ai envie de dire la famille ça se bichonne comme un jardin en fait. Hein, et que plus on va aller travailler les associations, l'éclairage, l'arrosage, bah plus chaque plante a besoin d'un arrosage différent et d'un éclairage différent. Donc, bah, quand on arrive au top pour chaque enfant, bah, c'est vraiment du bonheur, quoi. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi dans ces moments-là, dans ce cas de figure particulier, mais c'est pareil pour un enfant qui a 7 ou 8 ans, chacun sa place en fait, et c'est pas non plus de remettre notre responsabilité de parents entre les mains de nos enfants aînés, parce que c'est pas leur rôle. Eh oui. Et ça, c'est très difficile à porter. Ouais, Et pourtant, il y a des parents débordés qui comptent sur leurs enfants, eh oui, mais c'est pas leur rôle. ouais, Hein, c'est important aussi. Donc, voilà, trouver des moyens de substitution, de parler, de négocier ou de dire que c'est un espace-temps qui ne va pas durer. J'ai besoin de toi à ce moment-là, mais ça peut pas être un dû en fait. Ouais, Ça n'est pas leur rôle. C'est pas un rôle pour un enfant de s'occuper de son frère ou de sa sœur. Ça, c'est absolument pas une responsabilité qui est de l'ordre de l'enfant, en fait. C'est ça. Donc, même si c'est un enfant qui est grand en taille, même un ado d'1,60 m est Ah, quand même un ado petit oui. Dans son cœur et dans son cerveau. C'est pas Il a parce beaucoup qu'on de est choses à grand en faire pour lui taille. et il peut pas encore s'investir dans la responsabilité d'un autre enfant. C'est pas Sinon, son ça rôle. va entamer l'énergie vitale dont il aura besoin sur sa propre vie à lui d'adulte. Exactement. Quand il aura besoin de prendre des responsabilités, eh ben, il pourra pas puisque il aura déjà tout grillé avant, quoi. Exactement. Ouais. C'est trop lourd. Donc voilà, moi j'ai des expériences comme ça autour de moi de gens qui se sont plaints de leurs propres parents, mais en tant qu'adultes, hein, en disant bah je me suis occupée de ma petite sœur. Bah oui, mais non en fait. Et donc bah du coup les places dans la fratrie et le lien de la fratrie, il est faussé aussi et l'amour aussi est faussé parce qu'il y a un degré familial qui n'est pas au bon niveau en fait. Et on n'a pas deux mamans, on n'en a qu'une en fait. Ouais, alors moi je voulais finir ce live sur la situation des sages-femmes aujourd'hui. Oui. Hein, parce que les sages-femmes, elles sont en code noir aujourd'hui, elles étaient en manifestation toute la journée. Et elles vont aussi participer à la naissance de la fratrie. Exactement. Et elles font un travail merveilleux, elles s'engagent auprès des familles, elles prennent des responsabilités au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et voilà, je voulais vraiment qu'on fasse une petite pensée pour soutenir
mes collègues sages-femmes parce que vraiment, c'est trop important ce qui se passe en ce moment. Et c'est vraiment capital de pouvoir… Est-ce que tu peux nous réexpliquer, Elisa, parce que toi, tu as été sage-femme aussi pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation actuelle pour les sages-femmes? Alors, les sages-femmes, elles sont pas du… Normalement, on est une profession médicale à part entière, comme les dentistes, les pharmaciens, voilà. Et on a un droit de prescription en tant que profession médicale. Et tant que tout va bien en France, c'est la sage-femme qui gère l'accouchement, la grossesse et l'accouchement. Et aujourd'hui, encore de plus en plus, le suivi gynéco de la femme en libéral, hein, par exemple. Donc, il faut savoir que pour une petite ado qui a besoin d'une consultation, d'une première consultation gynéco, ça peut être vraiment intéressant d'aller voir la sage-femme et qui va prendre le temps, qui va vraiment être dans une autre ouverture. Donc voilà, c'est vraiment important de réaliser à quel point aujourd'hui elles sont maltraitées dans les services, dans les grilles salariales. Je veux dire, c'est une profession qui est bac+6 et on a des responsabilités jusqu'au-dessus de la tête. On fait des gardes de 12 heures, de jour, de nuit, des week-ends. Et je veux dire, le salaire, c'est pas du tout, il n'est pas du tout au niveau. Bah oui, il n'est pas au niveau, quoi. Donc en fait, c'est comme si dans le dernier Ségur de la santé, elles ont été carrément oubliées. Hein, enfin, c'était limite insultant ce qu'on a proposé aux sages-femmes, hein, par rapport à toutes les augmentations de salaire des uns et des autres. On était en dessous des revalorisations des infirmières, en dessous des revalorisations. Il y a rien qui est fait comme il faut. Donc c'est vrai que c'est notamment pour embaucher des professionnels plus et rajouter des postes et revaloriser les salaires parce que c'est une profession qui est un peu un terme de vocation. Oui. Et en même temps, cette profession-là, on va dire que moi, dans ma promotion, j'étais dans les premières, quand on a fait les premières manifestations dans les années, allez, je me souviens plus exactement, mais ça devait être les années 2000, entre 2003. Il n'y avait pas eu de grève de sage-femme depuis 1936. Donc c'est quand même, ok, on est heureuse de faire notre métier, mais je veux dire à un moment donné, il faut aussi être réaliste et se dire que il y a des choses quand même qui vont pas dans le fonctionnement de la santé aujourd'hui, et notamment mes collègues sages-femmes, elles doivent être plus respectées que ce qu'on les respecte aujourd'hui, quoi. Ouais. Voilà, je voulais faire ma petite parenthèse. Mais tu as raison, c'est important parce que on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe dans le monde, dans le milieu, quels que soient les milieux du reste. Donc c'est important de prendre la parole, je trouve. Et puis là, en l'occurrence, si tu le fais pas, mais qui va le faire en fait? Donc voilà. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que fin novembre, nous allons nous retrouver à Lyon chez toi? Oui, vous allez venir dans ce cabinet merveilleux. Et vous allez avoir le droit de suivre une formation, une grande première mondiale. Nationale au niveau de ton quartier. Ouais, mondiale. Toutes les deux. Et voilà, de pouvoir proposer, on va dire, les fleurs de bac autour de la périnatalité et un accompagnement vraiment… à la carte, on va dire, par rapport à ce que tu proposes toi dans l'accompagnement des fleurs de bac, par rapport à ce que je peux proposer moi aussi dans la prise en charge somato-émotionnelle et on va voir en méthode Noguès MNPE. Donc je vous expliquerai un peu de quoi il retourne. Mais en tout cas, ce sera vraiment important de pouvoir avoir plusieurs ficelles à tirer par rapport à justement quand vous êtes en cabinet et que vous avez une problématique qui se présente à vous, qui est compliquée. Voilà, que vous soyez ostéo, sage-femme, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, vous pouvez passer par le site pour avoir des informations sur elisaboileau.com. Je sais pas s'ils peuvent te joindre en direct.
Alors moi, ce que je fais, tu sais, c'est que je mets la vidéo après sur YouTube, je mets toujours Oui. tes liens. Après, je te retag à chaque fois sur Voilà. l'IGTV. Ouais. Et puis, moi, sur mon site aussi, j'ai mis un lien pour l'inscription aussi, pour Voilà. la Super. formation. Donc, normalement, c'est OK, quoi. D'accord. Bon, bah, Et je après, note on cette ouvrira, formation. ouais, et après, on ouvrira peut-être au grand public, tu Oui, vois, les voilà. Faites-nous vos demandes Exactement. et on verra. On fera ça en 2022. Et on se retrouve bientôt parce qu'on va se retrouver encore au mois de novembre pour faire un autre live. Donc, ce sera une fois par mois, je pense, Ouais, maintenant. c'est On bien. aura... Bah, Ouais, c'est un bon petit c'est rendez-vous, en parfait. fait, je pense, pour tout le monde. Hein. C'est très bien. En Voilà. tout cas, Bon, moi, je suis toujours aussi contente de pouvoir partager avec toi. pareil. C'est C'est un vrai bonheur. un grand bonheur. Grand bonheur. Absolument. À bientôt. Merci. Merci pour tout, Elisa. Merci à tous d'avoir écouté ce Merci pour les live. cœurs. Merci pour les cœurs. Ouais, c'est vraiment cool. Et merci pour la synchronicité des Hein, pas couleurs. mal, hein, t'as vu? Incroyable. Super. Allez, À bientôt. au revoir. Au revoir.